pas très versée dans les discours, mais je voudrais juste préciser qu'on est une équipe donc, pour l'expo, et effectivement, il y a en tout cas déjà 2 personnes qui n'ont pas été, 3 personnes qui n'ont pas été mentionnées par rapport à l'expo. Donc il y a Blanche, ma collègue à la bibliothèque, qui a participé aussi, et il y a Mireille Poissonnat qui pourrait, je ne sais pas Mireille, si tu veux bien te lever. Et puis il y a Bernard Moisimont aussi, Bernard, voilà, qui est là. Alors, pourquoi une exposition autour des 50 ans du DEFAP? Ça s'est imposé comme une évidence, comme une journée, comme tout ce que nous sommes en train de vivre, pour dire l'engagement des églises qui l'ont créé, qui l'ont porté, qui l'ont soutenu par des ressources humaines et matérielles, et dans les bons et les mauvais moments. Et pour dire aussi quelque chose de la richesse humaine, fraternelle, spirituelle, qui s'est vécu dans les rencontres, les partages, les solidarités, les collaborations, tout ce dont vous avez déjà entendu parler. Rassurez-vous, je ne vais pas revenir longtemps là-dessus. L'histoire du DEFAP dépasse beaucoup le DEFAP lui-même. Et le DEFAP n'existe ni par, ni pour lui-même, vous l'avez compris. Sa mission l'a reçue. Alors, dire comment cette histoire? Est-ce que nous allions juste nous raconter à nous-mêmes la belle histoire du DEFAP? Je crois que nous avons essayé de nous situer ni dans l'autocongratulation, si c'est dit, l'autosatisfaction, ni dans l'autoflagellation. Pas non plus dans la déconstruction, bon, ça est très à la mode. Alors nous avons essayé d'être quand même des historiens, mais peut-être un peu trop impliqués, il faut bien le dire, engagés dans cette maison, ou qui ont été beaucoup aussi, comme Jean-François, qui a été un permanent du DEFAP, mais des engagés lucides, je crois. Voilà. Alors, pour qui cette exposition, pour qui avons-nous essayé de la concevoir? Nous avons essayé de la concevoir comme, c'est le jargon de la maison, un outil d'animation, mais je crois que c'est important. Elle ne se destine pas d'abord à ceux qui connaîtraient par cœur le DEFAP. Elle vise plutôt à le faire découvrir ou redécouvrir et à permettre de prendre la mesure d'une aventure institutionnelle, mais surtout, bien sûr, d'une aventure humaine, interculturelle et spirituelle. Alors, je vais quand même faire quelques remarques sur l'objet DEFAP, parce que ce n'est pas un objet facile à mettre en exposition. Ce n'est pas un objet facile à définir et à circonscrire, vous l'avez entendu. C'est un matériau vivant, déjà. Je n'avais jamais fait d'exposition sur un matériau vivant. Son action, sa réflexion s'inscrivent toujours dans un mouvement qui s'écrit au présent et qui regarde vers l'avenir, en compagnie des églises, de ses églisements et de tous ses partenaires. Alors donc le risque, c'était le manque de recul, bien sûr. On est sur de l'histoire pratiquement immédiate, au moins pour une bonne partie. Et puis le DEFAP est un matériau, vous l'avez entendu aussi, multiface, multiforme, multitâche, multifonction. Bref, par moments inclassable, puisque suivant d'où vous le regardez, vous pouvez y voir un organisme de solidarité internationale, une ONG accompagnant des projets de développement ou de formation, un organisme d'entraide entre églises, un service d'information, d'animation et de réflexion missionnaire chargé de nourrir et faire vivre la dimension universelle de l'Église au sein des paroisses, un organisme de formation interculturelle, de relations internationales, avec la dimension de plaidoyer, et je pense qu'on pourrait rallonger la liste. Et en plus de tout cela, le DEFAP n'existe pas seul, puisqu'il est au cœur, là aussi vous avez entendu, d'un univers ecclésial et para-ecclésial, et bien au-delà de l'ecclésial et du para-ecclésial, social, etc., diversifié, complexe, et voire carrément illisible, à moins d'avoir été initié à tous les sigles que cela recouvre. Une forêt de sigles absolument invraisemblable, nous en avons retenu extrêmement peu dans l'exposition. Alors la méthode, elle passe, pour travailler sur cette expo, bien sûr, par une étape de recherche documentaire. Alors notre problème, ce n'était pas vraiment le manque de sources, parce que nous avons la chance ici d'avoir quand même beaucoup de sources, plutôt en excès.
que ce soit les archives institutionnelles, les productions du DEFAP, publications périodiques, monographies, etc., affiches, tracts, photos, c'était parfois un peu plus compliqué. Mais comment faire émerger quelque chose qui touche à l'essentiel, au cœur, sans se noyer dans la masse, sachant qu'on ne faisait pas un travail universitaire, pas une thèse. Donc nous avons été forcément très sélectifs, très sélectifs, avec des choix souvent cornéliens. Et je remercie sur ce plan très fortement Mireille Boissonnat, elle peut en témoigner, qui m'a beaucoup aidé pour arriver à rester dans quelque chose encore de lisible au niveau des textes, parce que sinon c'est vrai qu'on partait dans un livre peut-être. Alors nous n'avons pas eu la prétention de tout dire. Au niveau de la structure, on a choisi une structure chronologique, et vous allez voir, nous avons contextualisé, et ça passe par une frise chronologique qui court sur le bas de l'expo, et qui relie tous les panneaux entre eux, mais aussi par un bandeau dans l'entête de chaque décennie, et qui dit quelque chose de l'état du monde, pour faire ressortir les résonances, selon l'intitulé même de ces journées et de l'expo, le monde change, la mission aussi. Et puis nous avons périodisé. L'expo est construite autour des grandes décennies, et pour chacune, nous avons identifié une dominante, un fait dominant, qui se traduit dans le titre, par exemple, des FAP et politique, qui ne l'est pas, qui était en fait pris d'une citation de l'époque. Bien sûr, il y a une dimension arbitraire à cet étiquetage. C'est pas parce qu'une préoccupation, ça peut être du loyer ou autre chose, domine une décennie qu'elle était absente de la précédente ou de ce qu'elle va être de la suivante. Nous avons aussi cassé cette périodisation, avec un peu d'animation, en insérant des éléments transversaux, donc les zooms pays, sur les pays, donc les focus, et puis ce qu'on a appelé des grains de sable. Parce que, encore une fois, l'histoire du DEFAP, elle a des zones d'onde, de lumière, et elle a surtout des aspérités, qui sont tous ces débats qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, autour de la mission, autour de ce qu'elle est, de ce qu'elle n'est pas, autour du DEFAP, de ce qu'il est, de ce qu'il devrait être, pour certains, pour d'autres. Donc, nous avons proposé en plus des ouvertures grâce à des QR codes qui offrent donc la possibilité d'entendre des témoignages et d'avoir aussi parfois plus d'informations sur un sujet donné. Et bien sûr, nous avons inséré un certain nombre de paroles d'acteurs du moment, avec des citations mises en œuvre. Donc, voilà, pour conclure, je voudrais dire que j'aimerais comparer cette expo à un tissage, en fait. On a eu un slogan dans les années 2000 au DEFAP, c'était « Tissons la mission, tissons l'évangile ». Et donc, l'équipe a, je crois, tenté de tisser quelques brins. Alors, on ne pouvait pas tous les prendre. On espère simplement avoir suffisamment bien défini la trame de fond et choisi les brins pour que l'image globale ressorte. L'expo, elle existe, vous la voyez, et elle doit maintenant faire son chemin parce qu'elle ne nous appartient plus, bien évidemment. Donc, encore une fois, merci à ceux qui nous ont fait confiance parce que, voilà, c'était une aventure dont on ne connaissait pas vraiment à quoi elle allait aboutir. Et je vais céder la parole à François. Ça va. En essayant d'être pas trop long, de manière à ce qu'on puisse aller boire un coup là tout de suite. Mais c'est vrai qu'en redécouvrant le parcours de celles et ceux qui ont animé le DEFAP, de celles et ceux qui, par des textes, par des photos, par des témoignages, sont à l'origine d'archives extraordinaires, j'ai pris conscience que la faiblesse ne nuit pas à l'enthousiasme de l'engagement et que les questionnements multiples résistent à toute forme de démission. Je m'explique. Le DEFAP, je ne vais pas relire le... semblait par son titre pompeux et énigmatique vouloir dépasser un environnement théologique et missionnaire défavorable. En effet, pour les plus anciens, souvenez-vous, dans les années 50 et 60, le bouleversement de l'ordre établi par la Seconde Guerre mondiale, qui d'ailleurs avait déjà bien disloqué ce monde, nous étions dans un environnement à la fois plein de promesses pour certains et d'inquiétudes pour d'autres. Nous étions aussi invités, en tant qu'Église, à une cure de silence, estimant que ces églises avaient beaucoup trop parlé et qu'il était venu le temps d'écouter le monde.
À l'époque, j'étais à la mission populaire et nous avions reçu plusieurs fois une Dorothée Solle, une théologienne allemande qui explicitait cette position. Et à cette sobriété réclamée s'ajoutait la perte d'une grande partie du cahier des charges de l'ancienne SMEP, puisque la mission appartenait maintenant aux nouvelles églises autonomes, si ce n'est indépendantes. À ce cadre difficile s'ajoutait, dans un premier temps, ça va durer 10 ou 15 ans, une sorte de perplexité devant l'articulation SEVA, DEFA, DM, une espèce d'usine à gaz qu'il fallait effectivement essayer de voir en quoi elle pouvait avoir une bonne gouvernance et surtout qu'elle puisse permettre aux églises de vivre parfaitement l'action apostolique revendiquée dans les titres de 2 nouvelles institutions. D'ailleurs, on s'est rendu compte que 30 ans après, on a repris le terme mission. De plus, l'histoire des pays va se charger d'ajouter certaines difficultés supplémentaires, puisque un certain nombre de républiques libérées sont devenues parfois des dictatures enracinées. Donc on est là effectivement dans un environnement extrêmement compliqué, et la lecture des documents divers qui ont permis cette exposition apporte, me semble-t-il, un souffle extraordinaire, malgré toutes ces difficultés, comme si l'énergie accumulée par la SMEP continuait de fonctionner pour que dans cette nouvelle aventure, on puisse aller au-delà de ces difficultés. Et comme nous sommes dans une maison où on cite la Bible de temps en temps, eh ben je vais moi aussi aller mon verset biblique. Ça sera dans l'Ancien Testament, un prophète que vous connaissez tous, qui s'appelle Habacuc, et qui dit, voilà, je vais me tenir en sentinelle et me poster sur le bastion. Je vais guetter ce que me dira le Seigneur et ce qu'il va répondre à ma requête. Je pense en effet que le DEFA est à l'initiative d'une veille missionnaire, où l'interrogation biblique rencontre l'interrogation du monde, où le croyant se découvre à la fois un frère et un citoyen, pour reprendre le cadre républicain de notre France profonde. Avec une attention particulière aux enjeux sociaux, économiques et puis spirituels et politiques, le DEFAP a proposé une information, a proposé des récits, a proposé une réflexion aux églises et aux paroisses. Rappelons ici, d'ailleurs vous le verrez dans l'exposition, rappelons ici quelques dossiers, en particulier sur l'apartheid et sur la pauvreté en Afrique du Sud, des gros dossiers où on parle à la fois des églises, de la société, de l'économie. Rappelons aussi tout ce qui s'est fait autour de la Polynésie française, avec bien entendu tous les problèmes des essais nucléaires. Ensuite, les problèmes liés aux effets de ces essais nucléaires. Et puis, en dernière phase, ça a été la mise en place d'une aumônerie dans les hôpitaux pour les Marouis, où là, on a vu effectivement un travail en synergie avec la Fédération protestante, l'Église réformée de l'époque et le DEFA. Et puis, bien entendu, on a rappelé la Nouvelle-Calédonie, où effectivement, avec ces différents drames humains, et en particulier, je dirais que nous avons eu ici, dans cette salle, une conférence extraordinaire et innovante de Mme Chibaou, qui nous a expliqué que la réconciliation, c'était possible, mais qu'il fallait du temps. Et le temps, elle l'estimait à 17, 18 années. C'était le temps où son enfant a pu grandir. Donc on a eu ça, et puis je pense qu'on a eu aussi alors des dossiers un peu particuliers, profitant d'une visite de la Fédération protestante en Chine, et on s'est intéressé aux chrétiens chinois. On s'est intéressé aussi dans l'animation, il y avait quelqu'un qui était missionnaire au Laos, on a fait des dossiers là. Donc pour dire qu'effectivement, il y avait là de quoi, je dirais, alimenter le débat sur l'actualité dans nos paroisses, et je dirais en plus de donner de quoi faire vivre la prière d'intercession sur des sujets qui souvent nous dépassaient tant ils étaient complexes. Mais à ce travail-là, il faut ajouter, on l'a rappelé tout à l'heure, l'autre réalité tout aussi importante. L'envoi de personnes sur le terrain qui, pendant le séjour et le retour, donnaient de la chair à toute cette information. Sans compter combien leur présence sur place apportait une aide réelle à nos églises sœurs.
Et ceci d'autant plus que l'envoi se fait dans les deux sens. On l'a rappelé à plusieurs fois, puisque la formule, c'était la mission de partout vers partout. J'ajoute que la veille sur l'actualité va entraîner aussi des soutiens financiers et en personnel, dès qu'une expérience explicite une réponse aux injustices ou un essai de restauration d'un équilibre social et économique. Car ce n'est pas tout de décrire les situations, de voir les difficultés, etc. Mais il faut aussi, de temps en temps, dire les hommes et les femmes sur place essaient de trouver des solutions. Et les deux thèmes que j'ai retenus, c'est la première, c'est l'aide à la faculté de théologie Martin Luther King à Managua, dans le cadre du SIETS, où l'aventure c'était de permettre à des paysans de venir à la faculté pour suivre les cours, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et l'autre, c'est, je dirais, le SECAR, qui est donc le service d'appui à l'action rurale, qui là aussi, c'est de permettre à des gens de sortir de cette obligation d'aller à la capitale pour essayer de trouver du boulot, et bien souvent, ça se transforme en chômage. Et j'ajouterai une chose aussi pour cette maison, qui est, me semble-t-il, quelque chose d'assez particulier, c'est la création dans cette maison avec nos frères catholiques, Jean-Marie Aubert et Jean-François Zand, c'est-à-dire la création de l'AFON, Association francophone œcuménique de missiologie, essayer de réfléchir, catholiques et protestants, sur ce qu'était la mission. Alors voilà ce que je voulais dire, et aujourd'hui nous entrons, on l'a appelé tout à l'heure, on l'a rappelé, nous entrons dans une nouvelle étape pour redéfinir la suite dans un environnement à nouveau difficile. C'est assez particulier, il y a 50 ans c'était difficile, et aujourd'hui quand on essaie de dépasser, d'aller plus loin, on se rend compte que l'environnement est difficile. C'est, on l'a rappelé tout à l'heure, la crise d'identité qui s'accélère, avec le repli sur soi, et aussi, je dirais, pour nous, dans nos associations, où l'engagement à long terme a pris fin. Comment gérer cette difficulté? Le principe de précaution et ses dérives mutilent beaucoup de nos envies. Et on le voit ici dans cette maison, ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité, au niveau des organisations, c'est le casse-tête. J'ai bien chimique en maison. Sans oublier la sécularisation militante qui fait table rase de l'histoire qui gêne, cette histoire qui gêne, pour en quelque sorte se laver les mains à la Ponce Pilate et donner ensuite des leçons d'éthique à ceux qui osent encore lire l'ensemble des textes de notre histoire. Je fais un parallèle avec la lecture de la Bible, quelque part. Donc l'avenir devrait, en quelque sorte, repositionner nos convictions profondes. C'est important. Est-ce que ce mot « mission » a encore raison d'être ou pas? Est-ce qu'il faut le retravailler? Et puis je dirais en même temps avoir une douce attention envers celles et ceux qui font que nous sommes encore présents dans cette maison et dans cette chapelle. Car c'est vrai que l'année prochaine, ce sera notre anniversaire, ce sera celui de la semaine.